Israël se prépare à une campagne massive sur tous les fronts alors que l'on craint que la guerre ne s'étende au Moyen-Orient. Il s'agit d'une augmentation de l'activité dans la Galilée, au Liban, à Gaza, en Judée et en Samarie. Entre-temps, les résultats complets de l'attaque préventive d'Israël contre le Hezbollah il y a 2 semaines commencent à être dévoilés après un week-end au cours duquel des tirs nourris ont été échangés à la frontière nord d'Israël. Une importante cargaison de missiles produits en Iran est arrivée en Russie, ce qui a incité l'Ukraine à adresser un avertissement sévère à Téhéran. Par ailleurs, un document d'instruction secrète provenant du chef terroriste du Hamas, Sinwar, a été publié, laissant entrevoir le jeu cruel auquel se livre l'opinion publique israélienne. Entrons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 338e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, l'Iran et tous ses mandataires terroristes au Yémen, en Irak et en Syrie. Nous commençons notre rapport par de mauvaises nouvelles sur le front des négociations, le Hamas ayant formulé plusieurs nouvelles demandes en échange des otages israéliens restants, notamment une augmentation importante du nombre de prisonniers haute sécurité palestiniens qui doivent être libérés des prisons israéliennes. En d'autres termes, bien qu'ils soient totalement vaincus sur le champ de bataille, ils cherchent à revendiquer une certaine forme de victoire dans cette guerre qu'ils ont déclenchée. En conséquence, la proposition de compromis des États-Unis est bloquée pour l'instant et les responsables de la sécurité politique d'Israël sont arrivés à la conclusion que les chances d'un cessez-le-feu de 6 semaines qui était censé lancer la première phase de l'accord proposé par les Américains sont très improbables à ce stade. L'hypothèse de travail actuelle est qu'aucun otage ne sera libéré dans un avenir proche et que les combats se poursuivront sur tous les fronts pendant très longtemps. Cela inclut la frontière nord, dont nous parlerons plus en détail dans une minute, mais aussi les opérations de sécurité de plus en plus intenses en Judée et en Samarie. Il va sans dire qu'il est impossible de détailler les plans d'action qui ont été discutés par le cabinet de guerre et les chefs de la sécurité jeudi soir. En tout état de cause, ces plans n'ont pas encore été finalisés et devront être ajustés en fonction des événements à venir. Toutefois, on peut d'ores et déjà en apercevoir les grandes lignes. Il devient évident que le réseau de tunnels souterrains que le Hamas a construit sous Gaza en utilisant du ciment, des fils électriques, des tuyaux et d'autres matériaux destinés à construire des logements pour les civils est presque totalement inutilisable à l'heure actuelle. De nombreux tunnels ont été démolis et les lignes d'eau et d'électricité ont été coupées dans de nombreux autres. Les terroristes les ont donc largement abandonnés et se sont déplacés en surface, se cachant parmi la population civile de la bande de Gaza. Cela marque le début de la prochaine phase de la guerre, au cours de laquelle Tsahal se concentrera sur la prévention des tentatives du Hamas de ramener d'importantes forces dans le secteur nord, d'attaquer les positions de Tsahal le long du corridor de Netzer et d'empêcher la contrebande de nouvelles livraisons d'armes et de munitions dans la bande de Gaza par le corridor de Philadelphie. En fait, l'objectif de l'opération offensive est d'empêcher que Tsahal ne se retrouve dans des avant-postes et des positions défensives permanentes qui pourraient servir de cible fixe pour les opérations de guérilla du Hamas, tant dans le corridor de Netzer que dans la région de Rafah. Tsahal estime que le Hamas est en train de s'effondrer militairement, mais qu'il est toujours capable de mener une guérilla. Il a cessé d'être une armée terroriste dont les roquettes pouvaient atteindre les arrières d'Israël et qui avait la capacité d'attaquer des cibles israéliennes, et il est redevenu ce qu'il était au début de la seconde intifada. Contre l'activité terroriste du Hamas, Tsahal mettra en place une opération mobile, principalement en surface et principalement dans des endroits où Tsahal estime qu'il n'y a pas d'otages. Les services de sécurité estiment que le Hamas et le djihad islamique ont reçu récemment l'ordre d'assassiner les otages israéliens lorsque les forces de Tsahal se sont approchées d'eux. Par conséquent, Tsahal maintiendra un schéma d'opération visant à bloquer le Hamas au-dessus du niveau du sol afin de l'empêcher de se cacher sous le sol et d'attaquer. L'objectif de cette nouvelle stratégie sera de renforcer la pression militaire sur Sinwar afin qu'il accepte l'accord sans faire de mal aux otages.
elle remplacera la stratégie consistant à exercer une forte pression sur le Hamas, à la fois au-dessus et au-dessous du sol, en utilisant des renseignements précis pour frapper où et quand c'est nécessaire, sans mettre en danger les otages. Il est impossible d'être plus précis que cela à l'heure actuelle. Ceci étant dit, nous pouvons vous informer que les opérations offensives contre le Hamas se poursuivent. Elles comprennent des attaques aériennes et terrestres contre les positions du Hamas. L'une de ces frappes aériennes a été menée au cours du week-end sur une position du Hamas installée dans un complexe qui servait auparavant d'école à Halima Saadia, dans la ville de Gaza. Le porte-parole de Tsahal a précisé dans son communiqué qu'avant l'attaque, de nombreuses mesures avaient été prises pour réduire le risque de blesser des civils, notamment l'utilisation d'armes de précision, de contrôles aériens et de renseignements supplémentaires. L'organisation terroriste Hamas viole systématiquement le droit international, exploitant brutalement les institutions civiles et la population comme boucliers humains pour commettre des actes terroristes. Tsahal continuera à agir avec force et détermination contre les organisations terroristes qui utilisent les écoles et les institutions civiles comme refuge. Ce principe a été mis en évidence lors des nombreuses autres frappes menées par Tsahal sur les positions du Hamas au cours du week-end qui ont abouti à l'élimination d'une centaine de terroristes et à la destruction de plusieurs bunkers, dépôts d'armes et tunnels. Au cours des dernières 24 heures, Tsahal a autorisé la publication du fait que des hélicoptères de combat de l'armée de l'air ont neutralisé 2 commandants de bataillon du djihad islamique mardi sur ordre du Shin Bet de Amman et du commandement sud à Gaza. Les 2 hommes ont été neutralisés lors d'une attaque contre un centre de commandement et de contrôle dissimulé dans le complexe humanitaire de Deir el-Balak et utilisé par des terroristes du Hamas et du djihad islamique. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir au courant des nouveaux développements dans la bataille contre le Hamas et le groupe palestinien du djihad islamique dans la bande de Gaza. Alors restez à l'écoute de cette chaîne YouTube et si vous voulez nous aider, vous pouvez visiter notre site web à tbnfr.org/don. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux en vous abonnant à TBNFR. Nous nous concentrons maintenant sur la frontière nord et la bataille en cours avec le Hezbollah. Le week-end a été chargé pour les unités de défense aérienne de Tsahal et les équipes civiles de lutte contre les incendies en Galilée, dans le nord d'Israël. Mais ce fut également un week-end très chargé pour l'armée de l'air qui a vigoureusement riposté aux barrages de roquettes et de missiles tirés par le Hezbollah sur Israël en menant des frappes aériennes sur les lanceurs du Hezbollah et d'autres positions. Dimanche matin, une nouvelle salve d'au moins 50 roquettes a été tirée et la localité frontalière de Kiryat Shmona a été directement touchée, ce qui a endommagé des bâtiments et des infrastructures. Ces échanges de tirs nourris ont eu lieu après un week-end au cours duquel le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdullah Bouah Habib, a déclaré à la chaîne Al Jazeera qu'Israël avait envoyé des messages au Liban par le biais d'intermédiaires, indiquant qu'il n'était pas intéressé par un cessez-le-feu avec le Hezbollah, même s'il y avait un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Quoi qu'il en soit, on peut observer que Tsahal a déjà entamé les phases de préparation d'une vaste campagne aérienne et terrestre dans le sud du Liban. Cela fait suite au succès de l'attaque préventive que Tsahal a menée contre le Hezbollah le 25 août, qui a fait échouer les plans du Hezbollah visant à frapper Israël à grande échelle pour venger l'assassinat de son chef d'état-major, Fouad Choukar, à Beyrouth en juillet. De nouveaux détails sur cette frappe préventive commencent à apparaître, notamment le fait que, comme on l'avait déjà évalué, des centaines de lanceurs du Hezbollah chargés de roquettes et visant Israël ont été détruits lors de cette frappe. De nombreuses roquettes qui étaient empilées à côté des lanceurs, prêtes à être rechargées et lancées après la première salve, ont également été détruites lors de cette frappe. On estime que cette action a considérablement réduit la capacité du Hezbollah à tirer en profondeur sur Israël. En fait, Tsahal a publié une estimation actualisée selon laquelle la frappe a détruit près de 7000 tubes de lanceurs et près de 20% des roquettes à courte portée du Hezbollah. Plusieurs systèmes anti-aériens ont également été mis hors d'état de nuire, ainsi que d'autres moyens militaires.
Cependant, malgré les dégâts considérables qu'il a subis, le Hezbollah reste très dangereux et c'est pourquoi l'armée israélienne se prépare à titre préventif à une campagne d'envergure dans le sud du Liban. L'armée de l'air prépare le terrain en détruisant systématiquement les moyens militaires du Hezbollah dans la région, en commençant par les lance-roquettes, puis les dépôts d'armes et autres installations militaires. Les méthodes pour trouver ces lanceurs cachés comprennent l'observation constante de la zone, de sorte que lorsqu'une roquette est tirée d'une zone, cette zone est frappée dans les minutes qui suivent. L'armée israélienne dispose de nombreux autres moyens pour trouver ces lanceurs et les détruire. L'objectif est de réduire les dégâts et les perturbations sur le front intérieur d'Israël si une manœuvre terrestre dans le sud du Liban s'avère nécessaire. Le Hezbollah constitue une autre menace majeure en raison de son utilisation accrue de drones dont le profil de vol est très différent de celui des roquettes, ce qui les rend plus difficiles à intercepter. Mais Tsahal a fait des progrès considérables dans ce domaine au cours des 10 derniers mois, et le nombre de drones interceptés a augmenté de façon spectaculaire. Reste la menace d'attaque du type 7 octobre dans les communautés du nord d'Israël par les forces de commando du Hezbollah et de Radwan. Dans la soirée du 7 octobre, on estime à 2400 le nombre de forces Radwan positionnées à distance de frappe de 3 communautés situées à la frontière nord d'Israël. 500 autres agents du djihad islamique palestinien se trouvaient également à cette frontière, attendant l'occasion de frapper Israël. Aujourd'hui, les services de renseignement estiment qu'il ne reste que quelques centaines de ces agents près de la frontière et que la plupart d'entre eux se trouvent à au moins 7 km au nord. Vendredi, le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzia Levi, s'est rendu à la frontière nord et a déclaré « Tsahal se concentre sur la lutte contre le Hezbollah. Je pense que le nombre d'attaques au cours du mois dernier, les terroristes qui ont été tués, les roquettes qui ont été détruites, l'infrastructure qui a été détruite sont très importants. La plupart des analystes s'accordent à dire qu'il est presque inévitable que le front nord devienne bientôt le principal théâtre d'opération de Tsahal, même si les conditions ne sont pas optimales pour une offensive à l'heure actuelle. Cela s'explique en partie par le fait que Tsahal a perdu l'élément de surprise stratégique. D'un autre côté, le Hezbollah l'a également perdu. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir au courant de ce qui se passe dans le Nord. C'est l'occasion de vous rappeler que mercredi, nous mettrons en ligne le dernier épisode de ma série My State, qui comprend un reportage approfondi sur l'attaque du Hezbollah contre le village druze de Majd al-Shams sur le plateau du Golan. Un missile du Hezbollah a frappé un terrain de football rempli d'enfants israéliens, tuant 12 d'entre eux et blessant de nombreuses autres personnes. Malgré cette tragédie, les habitants de Majd al-Shams restent forts. Et je me suis entretenu avec la mère de l'un des enfants assassinés qui a livré un témoignage émouvant et édifiant. Revenons à l'actualité et concentrons-nous à nouveau sur la situation en Judée et en Samarie. Des opérations de sécurité intensive ont été menées au cours du week-end dans les villes de Jenin, Tulkarem et Farah, ce qui a permis d'éliminer 35 terroristes et d'arrêter 45 suspects. De grandes quantités d'armes et de munitions ont également été confisquées, tandis que 3 laboratoires de fabrication d'explosifs ont été découverts et démolis. Dans ce contexte, il convient de revenir un instant sur un document récemment publié sur le portail d'information Bild en Allemagne. Ce document montre les méthodes que le Hamas prévoit d'utiliser pour reconstruire sa force de frappe après la guerre. Le document révèle également les détails de sa tactique pour prolonger les négociations tout en utilisant la question des otages pour accentuer la pression sur Israël et manipuler la communauté internationale et les médias. Selon ce plan diabolique, le Hamas ne tient pas compte des souffrances des habitants de Gaza et continuera à utiliser les otages comme monnaie d'échange dans sa stratégie contre Israël. Cela se poursuivra même si un cessez-le-feu est conclu. Le document donne également des détails sur le plan du Hamas pour manipuler les médias et la communauté internationale, le Hamas prévoyant de rendre Israël responsable de l'échec des négociations tout en affirmant qu'Israël a rejeté une proposition de compromis présentée par les États-Unis.
Le rapport du Bild a été publié vendredi matin, mais le document a été rédigé il y a quelques mois, au printemps de l'année en cours. Il a été découvert sur un ordinateur que Tsahal a trouvé parmi les documents de renseignement dans les tunnels du Hamas. Cet ordinateur aurait été la propriété personnelle du chef du Hamas, Yahya Sinwar. J'ai un commentaire à faire sur tout cela. La publication de ces informations met en lumière les objectifs stratégiques du Hamas. Après l'exécution de 6 otages israéliens dimanche dernier, il semblerait que le Hamas tente de mettre un terme aux attaques d'Israël contre lui avant que tous les objectifs opérationnels de la campagne ne soient atteints. Le Hamas tente de briser la volonté d'Israël de se battre, car il sait que c'est sa meilleure chance d'éviter d'être complètement anéanti par les forces de défense israéliennes sur le champ de bataille. Le Hamas tente en fait de déplacer le centre de gravité de cette guerre des champs de bataille de Gaza vers les rues de Tel Aviv, où des centaines de milliers d'Israéliens manifestent contre la politique du gouvernement et exigent que celui-ci accepte les conditions proposées par le Hamas en échange de la libération des otages. Pour attiser la flamme, le Hamas diffuse des images et des vidéos des otages dans des conditions de plus en plus désespérées. Sinwar a passé de nombreuses années à étudier la société israélienne et il ne nous comprend que trop bien. Il sait à quel point nous nous soucions de chaque Israélien et il utilise les otages pour en tirer le maximum d'avantages. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir au courant de tout ce qui se passe en Israël. Continuez donc à diffuser la vérité, à partager nos vidéos sur YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Prenez une minute et cliquez sur le bouton Suivre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube afin de ne jamais manquer une mise à jour. Je dois vous dire quelques mots de plus sur la situation que nous voyons se développer ici au Moyen-Orient et sur les implications mondiales possibles. Cela permettra de faire le lien entre certaines tendances et vous montrera pourquoi certains analystes prédisent sombrement que nous sommes peut-être au bord d'une 3e guerre mondiale. L'armée américaine est en état d'alerte au Moyen-Orient, et ce depuis la majeure partie du mois dernier. En effet, les groupes mandataires de l'Iran multiplient les attaques contre les alliés et les intérêts des États-Unis dans la région. Ils augmentent également leur livraison d'armes à la Russie pour soutenir sa guerre contre l'Ukraine. Les pays européens ont depuis longtemps prévenu l'Iran qu'il s'agissait d'une ligne rouge et ils ont préparé un ensemble complet de nouvelles sanctions contre le régime de Téhéran, en particulier contre son industrie aéronautique. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à ce que les sanctions associées au programme d'armement nucléaire de l'Iran, qui ont été levées après la signature de l'accord nucléaire JCPOA dans le courant de l'année, soient renouvelées. Entre-temps, un responsable ukrainien de la sécurité a menacé directement l'Iran en disant que si des citoyens ukrainiens meurent à cause de ces missiles, l'Iran paiera un double prix et la réponse sera sévère. Dans ce contexte, il est important de mentionner que l'armée russe tire depuis plus d'1 an sur l'Ukraine des drones fabriqués par l'Iran, mais que la défense aérienne ukrainienne a réussi à les intercepter. Toutefois, un autre acteur de ce drame est le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a annoncé samedi qu'il appelait tous les pays et toutes les factions du monde musulman à s'unir contre Israël. Il a sombrement averti que ce qu'il décrit comme la soif d'expansion d'Israël ne s'arrêterait pas à la bande de Gaza, mais qu'Israël essaierait bientôt de s'emparer du territoire du Liban, de la Syrie et même de la vallée du Tigre et de l'Euphrate dans le centre de l'Irak. Il a ajouté que seul le Hamas se tenait entre Israël et ce plan de conquête de toute la région et il a exhorté les autres pays musulmans à s'unir pour soutenir ce qu'il a appelé la résistance héroïque du Hamas à cet agenda. Nous avons encore une histoire à rapporter qui nous est parvenue alors que nous nous préparions à filmer cette vidéo dimanche. 3 Israéliens ont été tués par balle dimanche matin lors d'une attaque terroriste meurtrière au passage d'Allenby, un pont important entre Israël et la Jordanie. L'attaquant, un chauffeur de camion jordanien, a utilisé une arme dissimulée pour ouvrir le feu à bout portant. Les forces israéliennes l'ont rapidement neutralisé, mais le mal était déjà fait. Cette attaque survient à un moment tendu, alors qu'Israël est confronté à une escalade de la violence sur plusieurs fronts.
les forces de sécurité ratissent la zone à la recherche d'explosifs et d'autres assaillants, tandis que les routes de la vallée du Jourdain restent bloquées. Cette attaque survient quelques jours seulement après que 3 policiers israéliens ont été assassinés lors d'une autre attaque à un carrefour routier au sud de Jérusalem, et maintenant ceci. Israël est en état d'alerte maximale alors que la menace terroriste continue de planer. La haine augmente et l'axe du mal se précise après 11 mois de guerre. Nous, TBN francophones, serons là pour vous informer de chaque développement, alors suivez-nous et partagez-nous. Et surtout, priez pour la paix d'Israël et la paix des soldats de Tsahal. Priez pour la paix des personnes enlevées, pour que les otages soient réunis et rendus à leurs proches en Israël. Priez pour tous les civils touchés par cette guerre. Et le plus important que vous puissiez faire, car il s'agit d'une guerre spirituelle, est de prier pour l'intervention de Dieu et pour la paix à Jérusalem.